Jean-Martin Mondologne, pour Ronceau-Fiunou. Merci, Madame la Présidente. Nous sommes invités à un débat sur la situation politique. Bon, on n'a pas fixé le périmètre, pas s'amuser à parler de ce qui se passe au Moyen-Orient, encore que ça a évidemment des conséquences sur les priorités que se fixe le nouveau gouvernement. D'abord, je pense qu'il faudrait qu'ensemble, on puisse non pas se féliciter de ce gouvernement, mais du moins qu'il y ait déjà un gouvernement. Après, chacun aura à cœur, tout à loisir en tout cas, de critiquer par procès d'intention, puisqu'il n'a pas encore agi, par procès d'intention, puisqu'on n'a pas encore la feuille de route du Premier ministre qui sera déroulée mercredi à l'occasion du discours général, l'intérêt que nous avons en partage les uns les autres, y compris pour des modalités différentes, voire divergentes, c'est que l'accord se soit intégré dans ce discours, ce qui voudrait dire que dans les zones radars de Matignon, nous continuons à exister. Mais je voudrais axer mon propos sur une trace, sur un marqueur, sur des signaux de réelle politique. La réelle politique commande de dire que le processus de Beauvau est arrivé à son terme. La réelle politique commande de dire qu'entre-temps, le gouvernement a changé. La réelle politique commande de dire que non, Emmanuel Macron n'a pas validé les écritures constitutionnelles. À la sortie de Beauvau, mon cher Paul Félix, de mémoire, et nous étions plusieurs, donc plusieurs témoins, Gérald Darmanin a appelé ou fait semblant d'appeler, on ne le sait pas, le président de la République, qui n'a pas dit « c'est bon ». Ah non, pas dit « c'est bon ». Oui, il a dit « c'est bon », sauf qu'il a tiqué, y compris sur la communauté historique. Je dis d'autant plus volontiers que je me rappelle avoir été, avec d'autres évidemment, très engagé sur ce sujet. En revanche, son devoir, c'est en cela qu'il y a une validation, son devoir étant de poursuivre le cheminement constitutionnel et, comme l'a rappelé le président au regard des obligations qui sont conférées, d'en appeler au Parlement. On en est resté là. Entre-temps, nous, nouvelle majorité, le président sera bien obligé, réel politique, de s'appuyer sur une nouvelle majorité qui n'en est pas une, qui n'en était pas une auparavant, mais qui en a encore moins une. Et sur un gouvernement dont beaucoup d'observateurs concordent à dire que sa durée de vie est très hypothétique. Voilà le contexte dans lequel on se trouve. Donc, nous, qu'est-ce qu'on dit dans ce contexte ? On ne va pas jouer à contre-emploi. Évidemment qu'il faut poursuivre le processus. Plus à Beauvau. Donc, je dis ça parce qu'on entend souvent parler de Retailleau. Dont on ne peut pas dire qu'a priori, quand il était président du groupe LR au Sénat, il était en phase totale avec les écritures constitutionnelles qui sont sorties du processus de Beauvau. Bon, maintenant, il est ministre de l'Intérieur. Il peut s'opérer une mue entre-temps. Premier point. Deuxièmement, on ne sait pas si ça va être lui. Troisièmement, le seul qui se soit engagé fortement, ce n'est pas Gérald Darmanin dans cette histoire. Ce n'est pas un sous-ministre ou un sous-secrétaire d'État ou Choufarsi qui s'est engagé dans cette histoire. C'est le président de la République lui-même. Donc je pense que la demande elle doit s'adresser d'abord au président de la République. On lui demande de poursuivre dans les modalités qui sont en phase avec la nouvelle donne issue de la dissolution, le processus, car nous avons tous intérêt à continuer à jouer sur un fil aussi ténu soit-il. On ne va pas s'accrocher à n'importe quelle branche, évidemment, mais sur un fil aussi ténu soit-il, nous avons collectivement tous intérêt à poursuivre un échange à ce niveau de l'État. Alors, ce ne sera peut-être pas le président de la République, ce sera peut-être son conseiller le plus proche, ce sera peut-être le directeur de cabinet. Je crois savoir, mon cher Paul, que le processus dit de Matignon ne vous conduisait pas à rencontrer systématiquement Lionel Jospin, mais son directeur de cabinet. Donc, je pense qu'il faut fixer le juste niveau naturel, issu de nos échanges et issu de celui qu'il a initié ici en septembre dernier, il y a un an, c'est le président de la République. La question, c'est pourquoi on continue à s'engager. Vous savez qu'on a une divergence de fond, on ne va pas y revenir, mais on va continuer à travailler. On va continuer à travailler, pour ce qui nous concerne, sur ce que j'appelle la réelle politique.
Et on ne va pas poursuivre en masquant un certain nombre de difficultés dont on sait très bien qu'elles vont arriver. La majorité y est allée bien en tête, avec la légitimité qui sied à cet exercice, sur la partie institutionnelle. Nous, on dit depuis le début qu'à cette partie institutionnelle, il faut inévitablement, à un moment donné, je crois que ce moment, il est crucial, et je fais la jonction avec la deuxième question, qu'il ne faut pas s'interdire, tel un tabou, de parler des moyens qui vont être dévolus à un projet. Or, aujourd'hui, si on monte discuter chez le Premier ministre qui ne connaît pas le dossier ou qui pourrait feindre de ne pas le connaître, il n'y a ni projet pour la Corse, sinon des écritures institutionnelles, ni moyen de le valider. Et donc, si on est dans ce type de discussion, je pense qu'entre nous, il faut dégrossir le terrain et éviter de tomber dans quelques pièges grossiers qu'on voit s'installer un peu comme une musique de fond dans les communications diverses et variées. Sur la problématique des moyens, vous avez évoqué souvent le problème de la fiscalité. Nous, on vous le répète, on n'est pas hostile par principe à ce sujet. On est réservé parce qu'on n'a pas les modélisations qui nous permettent d'entrer de façon garantie, en tout cas sécurisée, sur ce sujet. Entre-temps, est-ce qu'on va s'interdire de parler de subventions ou d'argent ou de solidarité nationale directe pour plusieurs sujets? D'abord, la structure financière de la collectivité, auquel je rattache presque comme un épiphénomène, mais ce serait grossier que de le dire, l'histoire de la dotation de continuité territoriale. Évidemment qu'on est tous pour que dans les heures qui viennent, ou à l'occasion d'examen de la finance, selon comment est examiné d'ailleurs, les 50 millions d'euros qui vont nous permettre de franchir le pas de 2024. Mais on ne peut pas se contenter de l'entrée dans un sujet aussi transverse, d'y rentrer par la dotation de continuité territoriale ou des 50 millions d'euros manquants. C'est toute la structure financière, et je voudrais que dans le processus ou dans les rencontres qui vont se poursuivre, nous allions jusqu'à examiner ensemble, de façon responsable, le sujet. Et lorsqu'on va monter discuter de ce sujet, vous savez très bien quel est l'obstacle méthodologique auquel on va se heurter. On va nous dire, mais vous, quelle est la part de l'effort? Quelle part de l'effort on fait? Donc, il consiste d'abord à bien serrer, et ça, vous le faites dans vos propos, vous le distillez souvent, mais on n'a pas encore une maquette qui distingue quoi? Les difficultés structurelles. Les difficultés structurelles de cette maquette financière consistent à absorber des compétences sans les moyens. Ça, il faut qu'on l'isole. Et après, il y a les choix que vous avez faits, bons, mauvais, que ceux qui vous ont précédés ont fait, bons, mauvais, qui pèsent dans la structure financière. Ça, il faut commencer à les distinguer, et sur ces choix-là, montrer qu'on fait une part de l'effort. Mais vous ne pouvez pas dire, comme je l'ai eu ce matin dans le journal, la dette, ce n'est pas grave, ce qui compte, c'est le ratio de désendettement. Mais ce qui les intéresse quand on discute à Bercy, ce n'est pas de savoir si la dette, que c'est 1 milliard ou 2 milliards, on peut la rembourser en 5 ans, en 6 ans, en 7 ans. C'est l'usage qui est fait de la dette. L'usage qui est fait de la dette aujourd'hui, vous savez très bien, elle n'est pas faite pour investir la dette. Donc on ne s'enrichit pas mécaniquement. Elle est faite pour fonctionner. Alors vous allez nous dire que c'est le RSA, qu'on a absorbé les départements, qu'il y a la fonction sociale. On connaît tout ça. Sauf que si on prend la photo à l'instant T, avant la fusion, il y avait des gens qui faisaient du social, il y avait des gens qui investissaient, et l'un dans l'autre, il n'y avait pas le niveau d'endettement qu'on a connu aujourd'hui. Donc est-ce que ce niveau d'endettement provient structurellement des compétences qui ont été transférées et que nous avons absorbées sans les recettes afférentes? Isolons-le une bonne fois pour toutes. Je pense qu'entre nous, il y a un deuxième piège qu'il faut éviter, c'est la doctrine du « all right, tutto bene, tout va bien ». Madame la Présidente, vous avez dit ce matin, en retour à une question d'un conseiller, vous ne voulez pas voir les chiffres et la réalité des chiffres. Je vais vous répondre, vous savez, tous les chiffres, eux, sont réels, mais toutes les réalités ne sont pas chiffrables. Quand on vous dit, vous le savez bien, puisque vous en prenez, j'imagine, comme les autres, plein la figure, quand vous rencontrez un certain nombre de concitoyens qui vous disent « ça ne va pas ». Alors après, il y a ce qui est chiffré. Alors, le chiffre de la Banque de France va opposer les chiffres des tribunaux de commerce, si vous voulez, mais on ne va pas s'en sortir. Il y a un sentiment, aujourd'hui, incandescent d'une population qui arrive
à bout de souffle d'un système qui ne fonctionne plus, qui est quasi en panne sèche et qui, sur n'importe quel sujet, pas seulement sur un sujet politique, Paul Félix, bien sûr qu'il y a des gens parmi des militants qui sont exaspérés, mais il y a une population qui est exaspérée pas pour des causes politiques, qui est exaspérée parce qu'elle n'en peut plus et parce qu'elle rend, à tort ou à raison, en partie responsable l'action de cette majorité, et donc on est comptable. On est comptable, tout ce qu'on connaît, évidemment la majorité d'abord. Mais si on s'en réfère à l'histoire, on est peut-être aussi comptable, moins de ce qui se passe, en tout cas de ce qui ne se passe pas en réponse à ce que nos concitoyens attendent. Et tout ça, n'ayons pas peur de le dire, n'ayons pas peur de le partager entre nous, tout ça dépend ou dépendra à terme de la solidarité nationale. Alors, est-ce que c'est 3 milliards cash comme ça en disant on vous donne et puis vous débrouillez? Non, parce que ce serait insultant, ce serait laisser croire qu'on achète la paix avec de l'argent. Nous, ce n'est pas ce qu'on demande. On demande deux choses depuis maintenant des années, depuis le début de ce processus. On demande que vous mettiez sur la table un projet, vous appelez ça une vision, vous appelez ça une maquette, vous appelez ça ce que vous voulez, les 2-3 idées forces qui soutiennent un grand projet pour la Corse. Mais ce qu'on demande en plus, c'est comment ça va être financé. Et ça, on ne l'a pas depuis des années. Et à mon avis, c'est une analyse que vous livrez à brûle-pourpoint. C'est ce qui vous est reproché. Vous êtes parti, j'avais dit quelque part dans les propos de Paul Ossillon, plus grande est l'illusion, plus grande sera la désillusion. Il y a 10 ans, en synthèse, vous êtes arrivé avec un tas d'idées et il y avait ici un peu d'argent. 10 ans plus tard, il n'y a plus d'idées et on ne sait plus soldi. Donc on est en panne sèche vis-à-vis de l'opinion. Vous êtes en panne sèche, mais l'opinion, elle est globalisante dans son approche. Donc, loin de moi de penser que vous n'avez pas d'idées. Dieu vous bénisse, la créativité, vous n'en manquez pas. Et vous êtes pourvu de ce point de vue-là. Mais être créatif et être capable de poser une vision stratégique pour la Corse lorsqu'on monte à Paris et de dire voilà quels sont les besoins et voilà la part de l'effort qu'on va faire pour atteindre cet objectif. Peut-être en termes de fiscalité. Nous, on ne ferme pas la porte sur ce sujet-là. Mais le compte n'y est pas. Donc, nous, dans cette séquence, vous le savez, et vous nous connaissez un peu, on peut être un peu dur ici entre nous. On ne va pas faire prospérer des conflictualités artificielles à Paris entre nous. Nous, ce qu'on vous demande depuis des années, il faut qu'on se rencontre, qu'on parle de ces sujets de façon dépassionnée, de façon aussi responsable que l'a faite ce matin dans un secteur inattendu, votre conseillère exécutive en charge des sports. C'est un peu excessif parfois sur la forme, mais elle a dit des choses intéressantes. Qu'est-ce qu'elle commence à dire? Ce qu'on attend que vous disiez, Monsieur le Président. Vous pouvez le dire aussi, hein. Il ne faut pas vous sortir de l'urticaire. Eh oui, on va continuer comme ça à dire qu'on peut tout faire. Vous savez très bien qu'on ne va pas pouvoir tout faire. Et il faut commencer maintenant à tout dire. Et à tout dire, y compris les choix que vous allez mettre sur la table. On ne peut pas les découvrir comme ça à l'occasion d'une question orale. Ce qui vous est reproché pour les clubs sportifs, ce n'est pas tant que vous ayez fait des choix, ce n'est pas nous qui vous reprochons, c'est qu'on les découvre au fil de l'eau. Donc, mettons-nous ensemble autour d'une table. Quels sont les choix? Quelles sont les options stratégiques qu'on peut arrêter ensemble? Et comment on négocie avec l'État? Évidemment, pour répondre à la séquence d'urgence de la continuité territoriale, mais aussi pour tendre vers l'autonomie ou pas. Parce qu'in fine, il faudra bien qu'on parle du référendum ensemble. Juste un mot. Quand vous écrivez ce matin, 80% des élus de la Corse sont pour les écritures institutionnelles issues du fait majoritaire. 80% des élus représentés dans cet hémicycle. Il faudra bien qu'on aille au référendum et qu'on parle de cette affaire. Il faudra bien à un moment donné le valider. Donc, n'excluons ni la démocratie, n'excluons ni la façon dont on finance les projets et n'excluons pas ensemble de poser une vision stratégique.